Depuis que j'ai fait la vidéo sur Ousmane Dembélé, il y a un running gag, une espèce de légende qui circule dans l'espace commentaire de ma chaîne principale. C'est le fait que quand je gueule sur un joueur, quand je dis que je perds absolument tout espoir, je crée un ballon d'or. J'aurais aimé que ce soit la même chose sur Roberto De Zerbi. La semaine dernière, je vous avais dit que je n'en pouvais plus, que je ne le supportais plus. Alors, j'aurais vraiment aimé que cette malédiction, ou plutôt cette bénédiction, ce côté oracle inversé se produise. Mais comme vous l'avez vu, c'est pas le match d'hier soir qui va me réconcilier avec Roberto De Zerbi. Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 29 janvier et c'est apocalyptique pour l'Olympique de Marseille. Un match lamentable, j'ai pas les mots, je vais juste féliciter Bruges et ce sera le premier débrief de ce journal très chargé. On parlera également du Paris Saint-Germain qui est aussi synonyme de déception et je saluerai la performance de Monaco. J'ai pas eu le nez creux, le seul club dans lequel je ne croyais pas c'était Monaco et j'étais désolé parce qu'en fait je croyais pas en eux parce que le contexte était très compliqué. Ils ont réussi à aller chercher un match nul donc franchement on va dire que ce match a été très bon parce que c'est le cas et j'ai envie de féliciter les Monégasques. On ira également du côté du Mercato pour parler de Goretzka et puis on ira du côté de la Saudi Pro League vers l'Inter peut-être pour Moussa Diaby. C'est un transfert que je vais suivre avec intérêt, enfin plutôt un prêt avec option d'achat, on y reviendra parce qu'il est hyper intéressant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. C'est la honte historique pour l'Olympique de Marseille, un recrutement XXL, des joueurs d'expérience et tout ça pourquoi ? Pour te faire éliminer dès le début de cette Ligue des Champions, pour avoir un mental qui est ultra friable. Alors Roberto De Zerbi, quand il s'agit de faire des grands discours virilistes en mode faut poser ses coronets sur la table, il y a du monde, mais quand il s'agit de réussir à impliquer un groupe, d'avoir de la régularité, il y a absolument plus personne et comme d'habitude, il se dédouane totalement. J'en ai ras-le-bol de Roberto De Zerbi, je vous le disais déjà la semaine dernière, c'est pas ce match qui m'a réconcilié. C'est officiel, l'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Ils se sont pris une belle fessée de la part de Bruges et les Belges doivent actuellement bien se foutre de nous. Voici les compos qui étaient alignés. Tu prends 2 buts d'entrée, t'en prends un pour la fin, pour t'achever. Rully le mur cette saison, c'est devenu Rully porte ouverte. T'as complètement été dominé. Il n'y a pas un seul joueur à sauver et c'est la 45e composition différente de Roberto De Zerbi. Au bout d'un moment, on peut gueuler sur les joueurs qui ont un manque d'implication et qu'on soit clair, mon idée c'est pas de dédouaner les joueurs, ils ont leur part de responsabilité mais au bout d'un moment ton coach il est censé insuffler ce supplément d'âme et peut-être que les joueurs tactiquement ils sont un peu perdus à force d'être bougés de poste, bougés de système, mais en tout cas Marseille méritait largement sa défaite. On peut refaire des films autour des scénarios, du fait qu'avec une défaite t'aurais même pu te qualifier, on peut dire que c'est pas de chance mais honnêtement tu récoltes ce que t'as semé. Cette élimination marseillaise, elle est méritée. Si on regarde les statistiques de la rencontre, on peut se dire « Ah, t'as eu la possession, t'as tiré pas mal de fois. » Mais alors, croyez-moi, les 18 tirs, ils n'étaient pas synonymes de danger. Tu cadrais des frappes stériles. Et les 1,41 expected goals de Bruges, ils comptent même pas des actions de contre où les Belges n'ont pas forcément tiré, mais où ça donnait quand même des situations où t'as eu chaud. Bref, une défaite entièrement méritée. Ça me rend malade de voir cet Olympique de Marseille qui est une belle équipe, qui a de très beaux joueurs, qui a de la profondeur, être finalement aussi lamentable dans les résultats européens. Pour moi, Marseille aurait pu aspirer à bien mieux que ça. Il y a un problème de fond. Et je pense qu'il s'appelle Roberto De Zerbi et pourtant, si vous êtes habitué de mon contenu, vous le savez, j'ai du mal à qualifier les entraîneurs de problème parce que pour moi, ce sont souvent des fusibles, ce sont souvent les boucs émissaires, l'arbre qui cache la forêt. Mais là, vraiment, au contraire, Roberto De Zerbi, il a la carte auprès de certains supporters marseillais, de moins en moins évidemment, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant d'indulgence. Bref, c'est désolant. Les Parisiens peuvent remercier les Marseillais, parce que Marseille a été tellement lamentable en Ligue des Champions qu'on a tendance à passer sous silence la contre-performance des Parisiens, un match nul face à Newcastle qui fait que malgré d'excellents débuts dans la compétition, tu sors du top 8 synonyme de qualification directe, tu vas être obligé de passer par la case barrage, c'est une grosse contre-perf, alors vu les tirages que tu devrais avoir pour les barrages, c'est pas dramatique en termes de conséquences, mais pour autant, on peut quand même dire que Paris n'a pas été à la hauteur et que c'est la deuxième fois d'affilée en Coupe d'Europe. Voici les compos qui étaient alignés pour ce 1-1. Pas de Guimarães au départ en face, c'est une excellente nouvelle pour Paris. La petite surprise, c'était Safonov titulaire, un choix payant car il a été bon, et Vitinha, le Parisien du soir, buteur d'entrée, mais par contre les autres buteurs,
j'ai envie de dire que tu les cherches, hein. On a un Ousmane Dembélé qui ne cesse de décevoir depuis qu'il a reçu son ballon d'or, il rate un penalty au départ, ça peut arriver à tous les joueurs, à la limite je passe largement l'éponge là-dessus, mais en dehors de ça, il a été un petit peu trop brouillon, un petit peu trop de déchets, je pourrais dire exactement la même chose de Barcola. Barcola, je m'interrogeais récemment sur lui, je me disais que c'était un joueur sur lequel j'avais toujours de l'intérêt, que je trouvais toujours intéressant, mais qui est peut-être plus le 12e homme qu'un titulaire au sein de ce Paris Saint-Germain. Il a à nouveau fait des choses pertinentes en termes de déséquilibre, mais il a à nouveau tout gâché quand il s'agissait de conclure. Le Parisien offensif le plus en vue, c'était Kvara, manque de bol, il se blesse au bout d'une vingtaine de minutes grosso modo. Il est remplacé par Désiré Doué, qui est définitivement dans une mauvaise passe. Lui aussi, il a du déchet, mais en plus de ça, je l'ai même trouvé à contre-temps. Alors, c'est la saison post-explosion, c'est souvent délicat à digérer pour les joueurs. Ça ne remet en rien en cause le talent de Désiré Doué, mais force est de constater que oui, il est dans le dur. Et c'est dommage pour le PSG parce que finalement, c'était quand même une équipe intéressante qu'on a vu hier. Zahir Emery au milieu de terrain, ça a donné de bonnes choses. La défense a été plutôt cohérente. Et tu as eu une domination globale. Les statistiques montrent une domination par la possession, par les buts attendus, par les tirs et les grosses occasions. Mais au bout d'un moment, si t'arrives pas à transformer, c'est pas étonnant que tu ailles chercher un match nul. Une nouvelle frustration pour le PSG qui décidément bute contre les gardiens adverses et ne met pas de but. On se retrouve vendredi midi pour le tirage des barrages, mais c'est un peu navrant que Paris ait besoin de passer par cette case. Il y a parfois des matchs nuls qui ont un goût de victoire et c'est exactement ça pour l'AS Monaco. Ils se présentaient diminués pour pas dire décimés en charnière centrale. Ils avaient une forme lamentable. La Juventus a beau se planter régulièrement en Coupe d'Europe, ça restait l'immense favori. Et malgré tout, Monaco a résisté. Malgré tout, Monaco a sorti un match intéressant et franchement, ils m'ont agréablement surpris. C'est un petit peu le sauveur de la Ligue des Champions française parce que cette journée a été faite de défaites, de matchs nuls, de frustration, mais franchement Monaco c'est un match nul qui n'amène pas de frustration, bien au contraire. Voici les compos qui étaient alignés, une charnière finalement à 3 avec Kerrer, Zakaria et Tedze, seulement un central pur de métier, faut le souligner, et paradoxalement c'est peut-être le meilleur match de Zakaria depuis son retour. J'ai trouvé l'international suisse absolument impeccable dans ce domaine. Alors c'était un choc des équipes qui ont du mal à conclure. Du côté de l'AS Monaco, on avait Balogun qui a fait un match vaillant mais qui n'a pas réussi à transformer l'essai, et en face tu avais Openda, on va dire les choses très respectueusement en disant que la Juve est en train au cours de ce mercato hivernal de tâter toutes les pistes pour recruter un numéro 9, ça dit bien le problème. Donc finalement, on a eu un match à l'image de ces problèmes de numéro 9, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions extrêmement dangereuses, et finalement, ce que je retiens de cette rencontre, c'est la ligne défensive de Monaco et les pistons également qui ont été les joueurs les plus intéressants. Les stats vous montrent que c'était pas une folie offensive, ne serait-ce qu'en termes de buts attendus, mais Monaco a très peu concédé. Ils ont eu quand même quelques occasions, donc je vais le dire, j'ai été très déçu par Monaco dernièrement, et c'est logique, parce qu'il y avait matière à être déçu par Monaco dernièrement, mais quand ils font quelque chose de bien, il faut le saluer, et ce match, franchement, applaudissements, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez de la hype Goretzka? Alors c'est un joueur qui est toujours bon, qui est toujours en activité, mais vraiment faut se refaire l'époque 2020 où il y a eu les blagues autour de sa transformation physique, le mec était devenu Hulk, son association avec Kimmich au milieu de terrain, et finalement ça correspond à la Ligue des Champions que va chercher le Bayern, ça correspond à une association au milieu qui faisait trembler absolument tout le monde en Europe. Depuis, Goretzka est rentré un petit peu dans le rang, il a eu des périodes compliquées, il a même été challengé dans sa place de titulaire. Alors il joue toujours avec le Bayern Munich, vous pouvez le voir, mais franchement, il y a quand même eu beaucoup de blessures, même si depuis 2-3 saisons ça va mieux, il y a quand même un petit retrait. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que Goretzka, il est en fin de contrat au cours de cet été 2026 avec le Bayern Munich. C'est un joueur qui est tout juste trentenaire, donc a encore quelques beaux services à offrir pour le football pendant de nombreuses années, et ça attire la convoitise de pas mal de clubs. On parle de Tottenham, on parle de l'Atlético Madrid, mais c'est bel et bien la formation espagnole qui est annoncée comme le grand favori dans ce dossier, et je suis pressé de voir ce que ça va donner, parce que les discussions entre Goretzka et le Bayern, elles peuvent toujours avoir lieu, elles peuvent toujours donner lieu à une prolongation, mais pour le moment, la presse a l'air de dire que c'est
pas entamé, tout simplement. Et le voir du côté de l'Atlético Madrid, bah, ça me rendrait curieux. Peut-être que ce serait l'occasion pour lui d'avoir une seconde période particulièrement intéressante. Je vois plutôt compatible avec les exigences de Diego Simeone. Donc franchement, affaire à suivre. Prendre le gros chèque puis revenir, franchement, si ça se fait, je vais juste applaudir des deux mains la décision de Moussa Diaby de partir du côté de la Saudi Pro League. C'est quelque chose qui m'avait évidemment rendu sceptique à l'époque. J'étais tout simplement frustré de voir un talent français s'exiler dans un championnat mineur alors qu'il était promis au plus grand club. Mais aujourd'hui, Fabrizio Romano nous annonce qu'il y a des discussions entre l'Inter et Al Ittihad pour un prêt avec option d'achat à 35 millions d'euros. Le joueur est évalué à 28 millions d'euros, mais je trouve l'option d'achat vraiment cohérente étant donné que sa valeur marchande a chuté suite à son arrivée et son passage en Saudi Pro League, mais comptablement ce serait vraiment un bon coup pour le joueur parce que ça voudrait dire qu'il a pris son gros chèque. Je vais pas dire sécuriser son avenir parce qu'on galvaude un peu le terme, t'as pas besoin d'aller en Saudi Pro League pour sécuriser ton avenir quand t'es un joueur comme Moussa Diaby, mais voilà, il sera fait plaisir en termes de thunes, et là il reviendrait dans un club hyper intéressant, hyper compétitif. Or Moussa Diaby, bah, c'est quand même un joueur qui a été l'objet de pas mal de gros transferts dans le passé, j'en ai parlé récemment pour parler de Ben Seguir qui ne réussissait pas au Bayer Leverkusen, malheureusement, je disais que c'était pas comme justement Moussa Diaby qui lui avait explosé là-bas, transféré ensuite du côté d'Aston Villa pour 55 millions d'euros et enfin transféré à Al Ittihad pour 60 millions d'euros. C'est pour ça que je dis que finalement là l'option d'achat me paraît pas délirante. Donc franchement, un joueur de 26 ans qui a encore du talent footballistique, qui a joué régulièrement du côté de la Saudi Pro League, qui ferait son retour dans une équipe intéressante comme l'Inter, ça me donnerait vachement envie, vraiment, parce que je regarde un peu la Saudi Pro League, mais c'est jamais la même chose que de voir les joueurs évoluer dans un championnat un peu plus compétitif, surtout que je le redis, l'Inter c'est un projet intéressant, donc je croise les doigts pour que ça se fasse. Finito, le journal du jour. Oui, je me suis rendu compte que je disais toujours terminé pour le journal du jour, mais littéralement au mot près, tout le temps. Donc voilà, petite variante, qu'est-ce que l'audace? C'est ça. Je sais que vous êtes impressionnés devant tant de prise de risque. La vidéo de l'après-midi, je peux vous la teaser, c'est tout simplement le match du Real Madrid, un match qui apparemment a été fou, mais vous vous doutez que j'ai quand même voulu dormir un petit peu cette nuit, donc j'ai pas pu rattraper tous les matchs, donc j'ai pas encore vu le match du Real Madrid, j'ai simplement vu les commentaires et le score, donc je vais me le rattraper, ce sera l'objet de la vidéo de l'après-midi. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon courage si vous êtes Marseillais, bon courage dans une moindre mesure aussi si vous êtes Parisien, et bonne journée si vous êtes monégasque, parce que je pense que ce sera un peu plus favorable pour vous aujourd'hui. Allez, sur ce, rendez-vous aux alentours de 17 h, salut.